Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Clochette en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus et bien sûr des pops de Ali de Catch Club. Ne nous filmez pas, on vous filme quand même. On veut de la thune, on n'a pas eu de chèque. Ah bon, je savais pas. Bah si, c'est vrai, c'était un chèque en bois. En tout cas, elles sont toujours là, elles nous supportent malgré tout. Pour la clochette, on continue, on enchaîne sur ces flashbacks de pay-per-view, les grands moments de l'histoire du catch. Et il Oui, se trouve, enfin, attention, il y en a eu d'autres, hein, mais bien entendu, on se fait un petit peu plaisir. Oui, comme tous les samedis soirs, aux alentours de minuit 50, quand Ali fait... Non, 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 on ne saura pas ce que fait Ali tous les samedis soirs, aux alentours de minuit 50. donc on enchaîne aujourd'hui. Il se trouve que la semaine dernière, vu que c'était plus ou moins à moi de choisir, on va dire, pour ce show, le pay-per-view qu'on allait commenter, j'avais dit à Christophe que je voulais soit parler du Ministry of Darkness, soit potentiellement un Royal Rumble. C'est pas Et vrai. Il a dit, ouais, je veux faire le Ministry of Darkness et un Royal Rumble. Et oui, finalement, ou ça mixer les s'est... 2. Mais j'avais cité Royal Rumble parce que, comme beaucoup d'entre vous, et on l'a déjà précisé, enfin, moi, c'est l'un de mes concepts préférés de pay-per-view. Christophe, tu nous avais dit que tu adores ça également. Et beaucoup de fans. On adore le Royal Rumble parce que ça a été fait pour les fans, pour la télévision. Et il se trouve que malheureusement, quelques jours plus tard, on a appris, donc c'était mercredi de la semaine dernière, on a appris le décès de Pat Patterson, une légende, un WWE Hall of Famer, un grand catcheur, mais à côté de ça également un très grand officiel de la fédération. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, pour info, on va reviewer le Royal Rumble 98. Il y aura une partie, on va s'intéresser donc au match avant le Royal Rumble match. On va faire une grosse partie sur le Royal Rumble match, mais j'aimerais forcément d'abord démarrer par un petit hommage et quelques phrases par rapport à Patterson, et notamment avoir tes quelques petits souvenirs à toi en tant que fan, Christophe, mais également en tant que personne employée de la WWE qui a eu la chance de pouvoir le rencontrer. Alors déjà, en tant que fan, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu la chance de le découvrir en tant que catcheur en équipe, parce que pour tous les anciens du divertissement sportif, Ric Flair d'ailleurs en a parlé, je crois, dans son tweet en hommage à Pat Patterson, cette équipe qu'il formait avec Ray Stevens est restée légendaire dans le monde du catch. Il paraît que c'était vraiment l'une des plus grandes équipes de tous les temps. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir des matchs. J'ai vu beaucoup d'images, mais j'ai jamais vu de match bell to bell, hein, du début à la fin. Et puis après, en solo, lorsqu'il est remonté dans le nord, parce que à la base, il catchait principalement à San Francisco, en Californie, c'est là qu'il s'est fait connaître avec Ray Stevens notamment. Puis ils ont tourné dans tous les États-Unis et dans le monde. Puis après, quand il est arrivé dans la fédération des McMahon, dans le Nord-Est, il a eu une feud légendaire. Et là, je crois avoir commenté au moins un match contre le sergent Slaughter, Hmm. avec notamment une bataille ensanglantée au Madison Square Garden. Je crois que ça fait partie des matchs que j'ai eu la chance de commenter sur le DVD des plus grandes rivalités de l'histoire du catch. Je crois qu'on avait eu avec Monsieur Chéreau l'honneur de pouvoir commenter ce match, comme on avait aussi commenté un Bruiser Brody contre, comment il s'appelle, Abdullah the Butcher. Bon, parenthèse refermée. Donc voilà, je n'ai pas eu beaucoup la chance de le voir performer en tant que catcheur. Moi, je l'ai connu fan principalement en tant que Stooges, aux côtés de Monsieur McMahon dans la fin des années 90. Bien sûr, je savais que c'était le premier champion intercontinental de l'histoire. Je savais qu'il avait créé le Royal Rumble. On nous citait souvent son nom et puis on le voyait régulièrement, notamment le premier main event de WrestleMania. Il est arbitre spécial aux côtés de Mohamed Ali. Mohamed Ali est à l'extérieur du ring en enforcer, comme on dit, puis Pat Patterson est l'arbitre dans le ring. Puis c'est vrai, c'est devenu presque une blague chez nos amis américains. Dans les années 80, Pat Patterson obtiendra toujours un petit salaire pour apparaître devant la caméra, parce que c'est comme dans les films ou dans les séries. Si vous êtes devant la caméra, vous êtes payé. Même si vous n'avez pas de texte à dire dans un film ou dans une série, si vous êtes devant la caméra, vous serez payé. Et Pat Patterson trouvait toujours le moyen de recevoir un petit bonus en intervenant dans une bagarre entre catcheurs pour venir les séparer. Et c'est vrai que notamment Smart, mes amis smart. exactement, de OSW Review aiment le faire remarquer. Lui et Jack Lanza, entre autres, viennent souvent intervenir dans les bagarres. Mais après, c'est vrai qu'en tant que commentateur, j'ai eu l'honneur de le croiser à de multiples reprises dans les vestiaires. On lui a pas parlé tant que ça parce que finalement, Pat Patterson, c'était une telle référence, une telle légende, qu'en fait, il était là dans les vestiaires, c'était comme une présence. euh,
sans mauvais jeu de mots ni humour noir, mais presque fantomatique, quoi. Il était là, toujours. Parfois, vous vous retourniez, puis vous aviez Pat Patterson, et à côté de lui, vous aviez une légende ou une superstar actuelle qui était en train de lui parler, certainement en train de lui demander conseil, ou Pat Patterson était en train de lui raconter une blague, parce que c'est vrai qu'il aimait tout particulièrement faire des vannes un peu bidons, des vannes à la Chéreau, un petit peu des vannes d'anciens, quoi. Et les catcheurs sont friands de ce genre de vannes. Mais c'est vrai que le souvenir que je garderai de lui, c'est que tu tournes la tête, puis t'as Pat Patterson qui est là, et puis quelques secondes plus tard, il est entouré de catcheurs actuels, ou quand c'était WrestleMania, bien de Hall of Famer qui viennent certainement se raconter des souvenirs, et puis se rappeler des bonnes vieilles histoires sur la route, ou de leur époque. Donc c'est vraiment ça. Après, les rares fois où on a pu discuter avec lui, c'est toujours extrêmement intéressant, parce que même si ça durait pas longtemps, mais il avait toujours un petit mot là en français. Il était surpris souvent qu'on puisse échanger en français, parce qu'il était plus habitué à parler anglais, mine de rien. Les quelques fois où la première fois, je crois qu'on lui a parlé, c'était du côté de Access, Mhm. où il était en train de faire la promotion de Legends House, et, Oui. euh, et, et je viens lui embrasser les pieds. Et c'est vrai qu'au début, il va me parler anglais, et ensuite on va lui expliquer, bah, c'est pour la télé française et tout. Et même parfois, il aura des réflexes de parler anglais, parce que je crois que c'était vraiment sa langue finalement. Il retournait au Québec. Petite anecdote, quand moi je suis allé en vacances au Québec il y a quelques années de cela, j'ai eu la chance d'aller dîner avec Marc Blondin, le légendaire commentateur de la WCW bien sûr, d'Impact également, mais aussi de la WWF. À l'époque, moi j'ai des cassettes vidéo où je l'ai déjà expliqué au moment de la clochette consacrée au moment où André le Géant devient champion. Il faisait les interviews comme les Américains, avec Hulk Hogan, avec Macho Man, enfin bon voilà. Et j'avais eu la chance de dîner avec Marc Blondin, et Marc Blondin m'avait dit, bah écoute, demain, si tu fais rien, va dans ce bar à Montréal. Je sais que quand Pat Patterson est en ville, et je crois qu'il est en ville actuellement, il aime bien aller là-bas en fin d'après-midi, parce que le soir, ils font karaoké. Et c'était l'une des passions de Pat Patterson. Et moi, évidemment, couillon que je suis, pour être sûr, j'y suis allé à 14 heures. Et j'ai quitté le bar à 19 heures. Alors, j'ai pas vu Pat Patterson. Par contre, j'ai vu quelques peintes qui n'ont pas vraiment eu le temps de me voir. Donc, j'ai quitté ce bar très heureux, mais déçu également de ne pas avoir. Mais j'ai pu discuter avec les habitués de ce bar, parce que c'est un tout petit bar à Montréal. Vraiment, c'est pas le bar où les jeunes viennent passer leur soirée, quoi. C'est vraiment le bar d'habitués qui viennent chanter leur karaoké le soir. Et l'après-midi, il y avait des habitués. Et puis, un verre en amenant un autre, évidemment, moi je commence à discuter avec tout le monde. Et, Est-ce euh, que tu as et je- chanté? non, parce que bah, le temps que enfin, je suis pas resté assez longtemps pour que le Oui. karaoké ouvre, en fait. Mais j'ai discuté avec ces habitués qui, effectivement, m'ont confirmé que Pat Patterson venait régulièrement, et ils m'ont donné quelques petites anecdotes sur sa vie personnelle. Et les mecs connaissaient toute sa vie, ils connaissaient son vrai nom, même moi, fan de catch. C'est vrai que je connais pas par cœur le vrai nom de Pat Patterson. Pour moi, Pat Patterson, c'est Pat Patterson. Et il me parlait de lui avec son prénom et son nom de famille. Entre guillemets, de la vraie vie, quoi, de naissance. Mais, euh, mais voilà, encore Une une petite fois, légende locale, quoi. ah bah oui, oui, et puis bah, pas que local, puisque Ouais. quand on parle du monde du catch, c'est une légende mondiale. À travers le monde, il est connu, respecté, et puis tu l'as dit tout à l'heure, premier champion intercontinental, créateur du Royal Rumble, et il a côtoyé tellement de superstars. Enfin, on pense bien sûr à celles qu'il a côtoyées quand il était en action, mais des superstars canadiennes comme Edge, comme Christian, ne se cachent pas pour dire que Pat Patterson a été une grande influence dans leur carrière quand ils sont arrivés à la WWE. Je sais que aussi à l'époque des Hardy Boys, enfin toute cette période, à la fin des années 90, il était vraiment, certes déjà âgé, mais encore très important dans la machine WWE. Ces dernières années, comme dit, c'est vrai, c'était une présence dans les vestiaires. Il était au catering, à la cantine, quoi, où il était à la Gorilla Position. Il était souvent effectivement assis à cette table, à la Gorilla Position, juste en bas des escaliers, avant que vous arriviez dans cette pièce qui regroupe les officiels, Monsieur McMahon et autres. Lui, il était juste en bas, assis à une table, puis il y avait un écran de télé pour pouvoir suivre le show. Et il était là, et il accueillait tous ceux qui devaient ensuite entrer en scène. Ils avaient toujours un petit mot avec lui, ou ensuite en ressortant de scène aussi. Donc voilà, c'est ce que je retiendrai de lui. Et mes trop rares interactions avec lui, comme dit, comme je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, c'était toujours une petite anecdote, une petite vanne.
Et tout ça avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sympathie, quoi. Parce que quand on a son background et tout son savoir, on n'est pas forcément obligé de taper la discute avec Christophe Ajus. Vous voyez ce que je veux dire? Il prenait le temps quand même. Pas à chaque fois, pas à chaque show, mais il y a des fois où il s'arrêtait. Et puis cette photo que j'ai pu prendre avec lui, bah, juste à l'entrée du catering, où une fois on s'est retrouvés tous les deux en train de choisir une entrée, justement. Et je fais écouter, pardon, je sais que ça se fait pas, mais ça vous dérangerait pas de prendre une photo avec vous? Ça fait plusieurs fois qu'on échange, mais j'ai jamais osé vous demander. Il me dit, bah, pas de problème, pas un tout, là. Vas-y, viens, on prend la photo, là. Et donc voilà, on a pu prendre cette photo. C'est incroyable de voir déjà tous les hommages, enfin, c'est pas incroyable d'un côté, c'est normal, mais en tout cas tous les hommages qu'il y a eu de tous les catcheurs, différentes fédérations, pas un seul mot négatif par rapport à Pat Patterson. Il était adoré, comme tu l'as dit, il représentait apparemment la bonne humeur. Il était connu un petit peu pour ses blagues, parfois de merde, mais qui étaient toujours drôles. Moi, il y en a une qui me bute parce que voilà, apparemment, il la faisait tout le temps. Mais c'est dis-moi, tu sais qui a parlé de toi récemment? Et il fait qui? Mais absolument personne! Oui, Apparemment, c'est c'est là, il la facile. faisait tout. C'est facile. Oui, c'est ce que Michael Cole, effectivement, a fait à Corey Graves à SmackDown. Oui, mais c'est le genre de blague nulle qui, effectivement, marche tout le temps. Parce que tu l'as vu, hein, mon cul, bon, voilà, on la connaît, c'est pourri, c'est nul. Mais quand tu t'y attends pas, tu t'es pris au jeu. Et c'est vrai que Pat Patterson, en plus, bah, il était toujours souriant. Je l'ai jamais vu, tu vois, faire la tête. Je l'ai jamais vu inquiet. Il était toujours là, détente avec son gobelet, avec certainement du café, j'imagine, peut-être du thé. Mais voilà, il était tout le temps là, en train d'arpenter les vestiaires et passer de superstar à superstar et discuter. Enfin, c'est ce que tu imagines. J'avais connu ça dans le catch français avec certains anciens, j'en ai déjà parlé, Pierrot, le monteur de ring, qui était venu un jour me réconforter parce que j'en avais marre du catch et tout. C'est un des premiers épisodes de La Cloche où je raconte cette anecdote. Et Pierrot, c'était un petit peu ça pareil, quoi. Et c'est ça le monde du catch, en fait. Vous avez les jeunes superstars qui vont débuter, qui vont faire leur premier match. Vous avez des mecs plus établis, puis vous avez les anciens qui sont là parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils sont passionnés, parce que ben, ils ont un ring et qu'on utilise leur ring. Et c'est toujours ce mélange en fait de plusieurs générations et de plusieurs expériences qui sont vraiment intéressantes dans les vestiaires de catch. Et justement, parmi ces hommages, tu parlais de passion à l'instant, et on pouvait voir que malgré les années, il était toujours autant passionné. Et l'un des messages que moi personnellement j'ai préféré, c'est Sami Zayn. Sami Zayn qui a parlé de la première fois où il est devenu champion NXT. Il explique qu'à ce moment-là, il se retrouve à fêter avec tous les jeunes talents de NXT dans le ring. Et d'un coup, il se retourne et il n'y a pas de Patterson qui est là. Et on lui a expliqué par la suite qu'en fait, Pat Patterson était tellement fan apparemment de Sami, qui était tellement content que quand Sami Zayn a remporté le titre, il voulait fêter avec lui sur le ring. Quelqu'un a dit à Pat Patterson, tu peux pas y aller. Et apparemment, Pat Patterson a répondu, try and fucking stop me. Essayez de m'arrêter. Essayez. Et donc, les commentateurs eux-mêmes sont un petit peu étonnés. Ils le précisent, il faudra regarder Pat Patterson qui est là sur le ring. Et oui, tu sentais qu'il était juste trop content pour ce genou qui a la moitié de son âge, mais qui vient, ben voilà, lui aussi canadien, québécois. Il le voit devenir champion NXT. C'était cette passion, cet amour du catch, voilà, moi j'adore ça. J'ai parlé lors du live également de cette petite anecdote par rapport au Royal Rumble où Pat Patterson avait fait une interview justement en 2016 pour promouvoir son autobiographie sur le WWE, le site www.com. Et il parle du fait que quand il a présenté le Royal Rumble à Vince McMahon, la première fois, n'a pas forcément aimé l'idée. Et c'est par la suite, lors d'une réunion avec Dick Eversole, que Vince McMahon n'avait plus forcément trop d'idées. Et là, il a dit à Pat, allez, viens raconter ton idée de merde là, viens la raconter. Il lui a dit, et Pat a dit, écoutez, alors déjà, c'est pas une idée de merde, c'est une très bonne idée. Et derrière, il a raconté cette idée du Royal Rumble qui a été adorée derrière par Dick Ebersol et qui est devenu ce pay-per-view de malade. Donc bon, encore une fois, merci pour tout, Pat Patterson. Et on va se faire un plaisir justement de passer à un Royal Rumble. Je m'intéresse beaucoup à la fin des années 90 actuellement parce que c'est la période qu'on ne voyait pas à l'époque en France. Donc j'essaie de revoir tout ce que je n'avais pas forcément vu. Et ce Royal Rumble 98 est un bon souvenir parce qu'on est juste après le début de l'Attitude Era. On est à un moment où il y a pas mal de changements de personnages, beaucoup de personnages justement à ce moment-là à la WWE, certains très bons, certains pas forcément aussi bons. Et on est également au moment où Steve Austin a clairement explosé au sein de la fédération. Ah bah tu as parfaitement résumé. Effectivement, là, effectivement, du côté de la France, c'est la WCW qui a pris le pouvoir à la télévision. Il me semble qu'on pouvait encore suivre la WWE, mais c'était sur le satellite et peut-être en diffusion
pay-per-view. En tout Mhm. cas, ce show est commenté par nos camarades Jean Brassard et Raymond Rougeau au bord du ring, messieurs, quoi. C'est quand même la grande classe. Et nous sommes alors à San José, Californie. Tu parlais de l'explosion de Stone Cold. L'année d'avant, on était à San Antonio, Texas. Il gagne le Royal Rumble, mais il n'était qu'un jeune Stone Cold Steve Austin en train de monter. Ça sera vraiment le début de son explosion, ce Royal Rumble, parce qu'il y a cette fameuse image où il regarde sa montre en 1997 après avoir éliminé superstar après superstar jusqu'à ce que Bret Hart finisse par arriver sur ce ring et qu'il fasse. Enfin, il regarde sa montre, genre, ouais, alors, bon, j'attends le prochain, j'attends le prochain. Et là, la musique de Bret Hart, et on sent qu'il se reprend. Mais la différence, il y a une chanson célèbre qui dit What a difference a day make, 24 little hours. Mais là, c'est quelle différence une année. Parce qu'un an plus tard, Stone Cold est le personnage central de la WWE. Et c'est vraiment dans la clochette ces dernières semaines, il y a toujours un fil rouge. Là, le fil rouge, c'est est-ce que Stone Cold est arrivé? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il vient? Est-ce Exactement. qu'il n'est pas là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est le fil rouge. Mais bon, on est donc à San José, California. Nous sommes le 18 janvier 1998. Ovation, ça c'est référence au coffre à catch que je vous invite à suivre tous les lundis où Alain Ichtertz, l'un de mes camarades de toute ma vie, tente de donner la date et le lieu chaque semaine, tous les lundis. Donc rien que pour ça, suivez cette nouvelle émission sur l'univers d'Ajus. Vous voyez que Ali fait son étonné, ce saligo ne regarde pas non plus. Je vous Je suis rassure, très vous n'êtes pas occupé. les Je seuls à suis ne pas regarder. très occupé actuellement. Quoi qu'il en soit, on débute. Alors, moi, je croyais que c'était écrit sur Wikipédia Sunday Night Heat, mais en ayant regardé le pay-per-view, on a quand même eu ce match. Vader contre l'artiste précédemment appelé Goldust. Tout à fait. Je viens de me rendre compte que je suis pas du tout sur la bonne carte Wikipédia parce que je suis en 1997. Alors, justement, par exemple, moi, ce Goldust, je le connaissais pas à part les jeux vidéo parce que les jeux vidéo sortaient tout de même à ce moment-là, en France et on pouvait suivre un petit peu les nouveaux personnages de la WWF, et cetera et Goldust, donc, quelques semaines auparavant, a totalement vrillé. Il a totalement changé son personnage. Il est parti du Goldust habituel, la légende, à The Artist Formerly Known as Goldust. Christophe, tu sauras mieux expliquer que moi, mais en fait, c'est en référence à Prince. Non, enfin, Prince, comment dire, oui, Prince aussi s'est fait appeler The Artist Formerly Known as Prince, mais il y a aussi Kafka. Euh, c'est cet auteur Mhm. de romans qui effectivement a des univers un petit peu particuliers. En vrai, je sais, il y a un peu de tout ça. Finalement, c'était pour être dans l'air du temps avec cette appellation des artistes formerly known as. Mais en réalité, enfin, j'ai du mal à trouver une référence. Enfin, je suis pas un spécialiste de Prince, mais tu crois vraiment qu'il y a une ressemblance entre Goldust et Prince là à ce moment-là? À part le nom, Non, bien sûr, hein. enfin, à part le nom, oui, je me disais que peut-être qu'ils se sont inspirés de ça pour. Mais après, enfin, je comprends même pas vraiment quel est l'essence de la gimmick. C'est très Ah compliqué, bah, je trouve, c'est qu'il est d'expliquer parti ce en vrille Goldust. totale. Il a quitté sa femme. Il l'explique d'ailleurs dans les petites images avant le match. Il a quitté sa femme Marlena, qui Mhm. était effectivement sa vraie femme, Terry Reynolds, de son vrai nom. Et il nous a fait une petite crise de la quarantaine, voilà, tout simplement. Bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, notre ami Goldust, Dustin Rhodes, Dustin Runnels, propose quand même à Monsieur McMahon de subir une intervention chirurgicale afin de se faire mettre des seins. Et Dieu merci, Monsieur McMahon lui dit non. S'il te plaît, ne fais pas Exact. ça. Là, et donc, si vous n'avez pas encore vu le show, faites pause. Allez voir le show, puis revenez après, comme ça vous aurez notre avis sur le show et vous le comparez avec le vôtre. Mais voilà, là, il y part en vrille totale, maquillage dégueulasse, vêtements dégueulasses. Il nous fait une asca, il porte des sous-vêtements au-dessus de ses vêtements et il est avec sa nouvelle compagne, Luna Vachon. Voilà. Et il affronte dans ce match d'ouverture celui que l'on appelait Big Van Vader au Japon, et là en l'occurrence Vader tout court. Les 2 catcheurs ne sont pas forcément au top de leur forme, on va dire, à ce moment-là. Honnêtement, je dis peut-être une bêtise, hein, mais je pense que le Goldust d'aujourd'hui Oui. est
en meilleure forme que le Ah oui, c'est Goldust sûr. qu'on voit là en 98, qui s'était tout de même bien laissé aller. Mais lui-même, il en parle beaucoup, hein, parce qu'à une époque, il n'était pas forcément très bien dans sa tête. Il avait également des addictions, et on peut en parler aujourd'hui parce qu'il a battu. Tout ça, il est totalement passé à autre chose. On avait pu le voir lors de ses derniers runs à la WWE, où Goldust était vraiment très impressionnant physiquement et dans le ring. Oui, il Euh, sortait les meilleurs matchs de sa carrière avec Cody exactement. contre l'Evolution, c'était exceptionnel. Des matchs de ouf, quoi. Exactement. En face, on a Vader. Bon, Vader, c'est la puissance. C'est la puissance. Donc, c'est. Et surtout, Vader qui fait toujours réagir, hein, en 98. Vader fait toujours bien réagir la foule. Par rapport au match, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, à part ce finish. Ce finish qui est tout de même bien impressionnant de la part de Vader. Oui, il Donc, porte Luna Vachon sur le dos. Enfin, Luna Vachon lui saute sur le dos et puis Vader, et je m'en fous. Je fais ouais. mon Vader bomb quand même. Et le bump de Luna est assez effrayant parce que Oui, elle tombe d'abord sa tête. Enfin, elle aurait pu se briser le cou là-dessus, quoi. c'est Bon, clair. elle s'est pas brisé le cou, mais voilà, Vader porte son Vader bomb et remporte ce match en moins de 8 minutes, 7 minutes 51 secondes selon Wikipédia. Effectivement, c'est pas un match de grande volée. Mais, euh, mais voilà, bon, ça fait partie de cette période où moi, personnellement, et je pense beaucoup de fans, hein, avaient abandonné Goldust. Autant il Hmm. était vraiment cool à suivre au milieu des années 90 quand il débarque à la WWE, son personnage qui cite des extraits de films et qui est un petit peu mi-homme, mi-femme, mi-démon, en quelque sorte, avec le bisou sur Ahmed Johnson, la feud avec Razor Ramon. Cette période-là est vraiment très intéressante. Là, on sent effectivement qu'il a beaucoup de problèmes personnels et que ça prend le pas sur son physique, déjà, Hmm. d'une part, et puis sur son look, sur ses idées, ça va vraiment trop loin, quoi. Là, on sent que c'était tout pour choquer, sans, sans fond, finalement. Entre le premier et le deuxième match, il faut savoir qu'entre les matchs, en général, il y aura des petits segments, comme l'a dit Christophe, avec ce fil rouge Steve Austin. Est-ce que Steve Austin est arrivé ou pas? Au bout d'un moment, on va voir qu'il est arrivé, et du coup, en fait, beaucoup de catcheurs vont vouloir l'attaquer lors de la soirée, car Jim Ross et Jerry Lawler n'arrêtent pas de nous répéter qu'il y a une cible, en fait, sur Steve Austin, parce que lors des semaines précédant le Royal Rumble 98, Steve Austin a attaqué plus ou moins tout le monde du roster de la WWE. Il a porté des stunners à droite à gauche à tout le monde en disant écoutez, de toute manière, c'est moi qui vais remporter le Royal Rumble 98, jusqu'au dernier épisode de Raw où les gens tiraient leur numéro pour le Royal Rumble 98 et à un moment il est arrivé à travers la foule et il a lancé une bagarre générale. On est vraiment dans l'éclosion de Stone Cold Steve Austin. Moi qui suis actuellement en train de me refaire tous les pay-per-view 97, j'adore voir en fait mois après mois sa pop qui augmente un petit peu plus, qui augmente un petit peu plus, alors que comme tu l'as dit, au Royal Rumble 97, Steve Austin fait son entrée, quasiment aucune réaction de la foule. Quasiment aucune réaction de la foule. Et c'est très drôle parce que justement, à la fin, dans le Royal Rumble 97, à un moment, on a ce Steve Austin pour lequel la foule ne réagit pas. On a également Rocky Maivia qui est dans le ring. On a Glenn Jacobs, Kane, mais qui là est dans le ring sous une autre gimmick. Je crois qu'il était en mode fake Diesel. Diesel, oui, Oui, c'est ça. Diesel. Et Il est il y a d'ailleurs dans le Final Four et il ne sera pas plus tard dans le pay-per-view Final Four qui est censé regrouper les 4 derniers du Rumble. exact. Et tu te dis, bah, c'est marrant, les gens n'ont aucune idée que tous ces gens, tous ces catcheurs vont exploser d'ici même pas un an, les gars, d'ici un Ouais, an plus tard. c'est Un fou. an plus tard. Effectivement, c'est dingue. C'est vrai. Et là, oui, et pour comparer avec ceux qui ont peut-être plus connu la génération, bah, justement, on l'évoquait tout à l'heure, Puissance Catch, bah, la WWE avait essayé de refaire un petit peu la même chose avec Randy Orton à un moment, qui portait des RKO sur tout le monde. Pas le côté Legend Killer, hein, mais je veux dire, à un moment, il était le face Mhm. de Raw avec une cible dans le dos et il mettait des RKO à tout le monde et tout le monde voulait le choper et personne n'arrivait à le choper. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe avec Stone Cold et c'est vrai que on assiste à l'éclosion d'un phénomène qui va vraiment prendre toute son ampleur à WrestleMania. Mais bon, là, on est déjà bien lancé dans la chose, hein. Ça fait déjà quelques mois quand même que Stone Cold est la référence à la WWE. Yes. On enchaîne avec le second match de la soirée, un 3 contre 3 minis. Alors, deux petites précisions. Les minis, ce sont en Ah, fait des précisions? des Oui, là, précisions. pour ceux qui se poseraient la question, Ali est un vrai Alsacien, hein. Les gens se disent, Ça, il s'appelle Ali, yo, hein. Non, Ali oui, est né en Alsace et il est exact, Alsacien, tout à jusque fait. dans la voix et l'accent. Donc les minis, ce sont en fait les catcheurs nains. On les appelle minis au Mexique parce qu'au Mexique, c'est une vraie tradition. Le catch de nains, de petites personnes, c'est une vraie tradition. Ces catcheurs sont très respectés et en fait, il y a une histoire qui est que beaucoup de catcheurs principaux
ont leur version mini au sein de la même fédération. Ce qui fait que justement, ça crée directement des gimmicks qui vont être adorés ou qui vont être détestés. À côté de ça, donc on est dans un 3 contre 3. Pareil, les 3 contre 3, c'est également un type de match qui est très très fréquent au Mexique. Les matchs trios 3 contre 3. Donc là, on a Max Mini, Mosaïque et Nova contre Battalion, El Torito et Tarantula. On peut préciser déjà que ce n'est pas le même El Torito que nous avons connu quelques années plus tard. Alors, je ne suis pas un spécialiste hein, de catch mini, bon, Parce que Christophe, toi moi, donc. oui. Non, mais moi, je voulais juste quand même préciser que le catch de, entre guillemets, tu dis de nains ou de personnes de petite taille, en tout cas, c'est une tradition mondiale. Peut-être pas au Japon, d'ailleurs. J'avoue que je n'ai aucune référence au Japon. Mais Pas en tout cas, faux, en Europe, c'est quelque chose qui était c'est vrai. totalement fréquent et qui, jusqu'à la ICWA à laquelle j'ai participé, existait. Mm. Hein, je l'ai déjà dit, passe-temps, catcher avec son. Non, ça, c'est passe-partout. Je sais, j'avais envie de le faire. Ouais, tu l'as très bien fait. Il est content. Oui, il a fait passe-partout, il est content. Maintenant, il va nous faire Olivier Mine. Je sais Eh pas non, il quoi. n'a pas les biscottos. Bon, voilà. En tout cas, non, c'est vraiment une tradition inhérente au catch. En fait, c'est aussi un reste, en quelque sorte, des foires. On a le catch masculin avec les brutes, on a le catch féminin pour le côté un petit peu sexy, et puis effectivement le catch des minis, comme on dit au Mexique, pour le côté certains diront rigolade, mais finalement, certains de ces mecs font des choses assez folles. Mais c'est pas la première fois. Il y a toujours eu ça à la WWE. Il y a eu à WrestleMania. Tout le monde se souvient de ce match avec King Kong Bundy associé à des minis contre Hillbilly Jim et ses partenaires de petite taille. Il y avait au Survivor Series aussi où Jerry Lawler avait été associé à des mini et Doink Mhm. avait également ses partenaires de petite taille. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la tradition du catch. Petite anecdote justement par rapport au Royal Rumble 97. Au Royal Rumble 97, on a également un 3 contre 3 avec des catcheurs mexicains de la AAA. Oui, parce qu'à ce moment-là, la WWE avait Étant signé un peu- accord avec la AAA. voilà. Il y a également des catcheurs de la AAA lors du Royal Rumble match en 97. Oui. Et je me demande si ce 3 contre 3, bah justement, juste basique, n'a pas un petit peu déçu Vince McMahon. Parce que moi-même, ayant regardé le Royal Rumble 97 il y a une semaine ou deux, je trouve que le match était peut-être un petit peu mou. Alors que j'imagine que dans l'idée, le partenariat AAA, c'était un petit peu de concurrencer la division Cruiserweight de la WCW. Si Oui, on met mais les. le problème, c'est que la WCW avait les jeunes Ouais, et que, exactement. bon, il y a quand même, je crois, il y a Hector Garza, Oui, qui, évidemment, je sais plus quel est son lien de parenté, mais il est évidemment de la famille de, comment il s'appelle, Garza, Angel. Angel. Angel Garza, merci, voilà, je ne trouvais plus son prénom. Mais ouais, il était assez mou, c'est vrai. Et puis, il y a évidemment, c'est Mil Mascaras, je crois, qui s'élimine tout seul du Royal Rumble 97, qui restera dans la légende. Euh, Génialissime. bravo, Mais c'est un bravo des Mil. seuls qui fait réagir la foule pour la peine. Oui, parce Au que les niveau gens le des connaissent. luchadors. Oui, exactement. Parce que les gens le connaissent. On était au Texas et la légende de Mil Mascaras, Mm. évidemment, avait traversé la frontière au moins jusqu'au Texas, quoi. L'homme aux 1000 masques, le premier homme masqué à avoir catché, je crois, au Madison Square Garden, parce que c'était interdit de catcher avec un masque au Madison Square Garden à l'époque. Donc, enfin bon, légendaire superstar. Mais bon, voilà, ce match de Mini, bon, on va pas faire non plus 3 heures parce que il y a juste Max Mini quand même. Je crois que il me semble que cette division n'avait été créée que pour Max Mini, qui était à ce moment-là le catcheur le plus petit au monde, Ok. parce qu'il est vraiment tout petit, tout petit. Et il fallait évidemment des adversaires. Donc ils en avaient engagé quelques-uns, mais c'était vraiment un peu comme le titre poids léger avait été vraiment créé pour Taka Michinoku, Mm. qui avait impressionné la WWE et la WWE voulait vraiment en faire une star. Là, il s'était dit Max Mini, c'est dingue, le mec est tout petit, il fait des trucs complètement dingues, des topés de fou. Donc on va lui créer quasiment une division rien que pour lui. Mais voilà, bon, bah, c'est, je crois justement Max Mini et ses partenaires qui remportent le Tout match. à fait. Max Mini, Mosaïque et Nova. On peut préciser tout de même, j'avais déjà oublié, mais l'arbitre spécial du match, Sonny. Et Sonny. c'est dingue parce qu'on est en 98 et zéro réaction. Ouais. Quand on annonce son nom, 2 ans auparavant, elle est l'une des figures de la WWE. Et là, en 98, ça y est, elle est déjà quasiment plus rien. C'était C'est le moment pour la. détente. Exactement, moment détente. Une autre précision avant de passer au prochain match, nous avons une superstar qui est présente dans les gradins. Et en plus, à ce moment-là, une superstar qui est au top niveau de sa notoriété aux Ouais, États-Unis.
Ouais, bah, je sais. Bah, je voulais garder la surprise, mais enfin, ouais, j'y étais. Effectivement, j'avais mon billet, j'étais là-bas. Non, bien sûr, il s'agit du légendaire Iron Mike. Mike Tyson, donc légende, bien entendu, boxeur poids lourd heavyweight, qui à ce moment-là a signé à la WWE une entente, apparemment pour un très très gros chèque, mais qui va justement être un des facteurs qui va rendre la WWE cool vers cette période et qui va peut-être l'aider à reprendre l'ascendant sur la WCW. Mike Tyson, en fait, est dans les gradins aux côtés notamment de Shane McMahon et Vince McMahon pour observer le show parce que la WWE explique que Mike Tyson est réellement un vrai fan de catch et pour la peine, c'est pas faux. Mike Tyson est vraiment quelqu'un qui a grandi avec le catch et qui apprécie réellement ça. Oui, effectivement, on verra un peu plus tard qu'il n'est pas forcément au fait de tout, hein, parce qu'il ne sera pas capable de citer justement le nom du vainqueur du Royal Rumble. Mais en tout cas, il est fan de catch, il est présent. Il faut savoir quand même qu'à ce moment-là, il est plus au sommet de sa popularité parce que il est Il y a présenté et il eu, est sifflé. Il y a eu les affaires, il y bien a sûr, eu des judiciaires. procès, oui, voilà. Et puis, il y a eu déjà l'oreille. Et ce qui est amusant, c'est que Mike Tyson aurait dû de longues années, enfin de longues non, mais il y a quelques années de ça, aurait dû déjà participer à, à un show WWE, Ah, mais c'était au moment où il est allé au Japon défendre son titre contre Buster, je ne sais plus son nom, Buster Douglas, je crois, qui, j'avais présenté une émission, Les meilleurs KO de l'histoire, et qui expliquait cette histoire. Voilà pourquoi je la connais. L'adversaire de Mike Tyson perd sa maman une semaine avant le combat. Mike Tyson accepte de défendre son titre contre un quasi inconnu au Japon, mais il est au sommet de sa popularité, il s'en fout, c'est un match de plus. Et il arrive là-bas et il se fait mettre KO par ce mec parce que ce mec venait de perdre sa mère et s'était dit je vais gagner ce match pour ma mère. Alors que Tyson, lui, n'avait aucune raison de gagner ce match si ce n'est que c'était voilà, un match de plus. Donc il perd son titre. Eh bien, Mike Tyson devait apparaître à la WWE en tant que champion, poids lourd, mais comme il perd son titre à ce moment-là, ben, la WWE n'a pas eu d'autre choix, entre guillemets, que de changer ses plans et de faire venir ce boxeur qui ne restera pas dans les mémoires. Je vais vérifier, Buster, je crois que c'est Buster Douglas. Et donc, Mike Tyson n'apparaîtra à la WWE qu'en 98. OK, ben, c'est sûr qu'on va dire qu'il est pas forcément aimé de la foule. Par contre, justement, la WWE l'a ramené parce qu'il fait le buzz. Que ce soit un bon Oui, buzz ou un mauvais bien sûr. buzz, à ce moment-là, tout le monde veut un petit peu suivre ce que fait Mike Tyson parce que, pour pas dire de bêtises, si je me rappelle bien, c'est également quelqu'un dont je suis très fan. J'ai lu et regardé beaucoup de documentaires sur lui. Après, j'ai pas une super mémoire, mais je crois que c'est justement pendant la période où, à cause de ses procès, et cetera, il est suspendu. Donc il ne peut pas boxer, je crois, à cette période en 98. Donc il en a profité pour venir, voilà, faire quelques apparitions à la WWF, dont il est fan, et toucher un très gros chèque. Et alors, je vérifie, et effectivement, c'est bien Buster Douglas. Et effectivement, il a bien été un arbitre spécial d'un match à la WWE. Et dans un instant, je vais réussir peut-être à vous dire, si ça charge, de quel match il s'agit. C'était durant The Main Event. Et c'est un match quand même entre Randy Savage et Hulk Hogan. Ah oui, OK, oui. Ça aurait été énorme d'avoir Mike Tyson aux côtés de Savage et Hogan, c'est sûr que c'est autre chose. Et c'était en février 90. Mmh, d'accord, d'accord. Ah Il bah, est arbitre spécial d'un Savage Hogan, mais comme dit, voilà, Tyson avait perdu ce match à la surprise générale, et c'est donc Buster Douglas qui a pris sa place. Tyson donc qui regarde le show, ça va permettre petit à petit de préparer en fait ses prochaines rivalités au fil des mois. Tyson qui va se lancer dans une rivalité avec Steve Austin, mais à la fin, il y aura un petit swerve et les choses vont bien se terminer. On enchaîne avec mon héros, le champion intercontinental WWF, The Rock, qui affronte Ken Shamrock. Alors nous sommes à la période où Steve Austin est clairement devenu numéro un ou en train de devenir numéro un de la fédération, mais à côté, nous avons également ce jeune talent qui, en un an, est passé de noob, de quelqu'un de très green, comme on dit, quelqu'un qui n'avait pas forcément de personnage, qui venait jusqu'au ring et souriait, à maintenant quelqu'un qui prend le micro et qui vous sort à chaque fois des promos incroyables. Entre-temps, il a rejoint le clan, la Nation of Domination, bien entendu, le clan qui était dirigé par Farouk, et entre-temps, il a commencé à parler, il a commencé à sortir des promos, et c'est magnifique, c'est magnifique. Ah oui, oui, effectivement, bah oui, début au Survivor Series 96 pour Rocky Maivia à l'époque. Et puis ces chants pendant des mois, Die Rocky Die, qui s'adressaient pas forcément au personnage, mais presque à l'être humain. Meurt, Rocky meurt. Puis ce soir, effectivement,
qui est resté dans les mémoires où il trahit et rejoint la Nation of Domination et petit à petit, il devient The Rock. Et là, il n'est pas encore évidemment à l'apogée, mais il est champion intercontinental. Il y a eu cette rivalité légendaire contre Stone Cold Steve Austin. Il enchaînera rapidement avec une autre rivalité légendaire, notamment contre Triple H et la DX Army, avec ce match au SummerSlam 98 de l'échelle. Mais là, on a le Rock qui est en passe de devenir le leader de la Nation of Domination. Ça, on le sent. Petit à petit, il prend l'ascendant, et notamment au micro. Et là, il affronte, et c'est l'une des belles rivalités aussi de cette fin des années 90, Ken Shamrock. Ken Shamrock, légende déjà du MMA. Shamrock qui est, pour la peine, à ce moment-là, il est tout de même dans un beau run à la WWE, même s'il n'a jamais vraiment été utilisé superbement, on va dire. Non, mais ce qui, moi, m'a surpris pendant le match, c'est que c'est pas la grande joie niveau in-ring, alors qu'à la base, il a été catcheur avant d'être Oui. combattant de MMA. Donc, je veux dire, c'est quand même son premier amour, en quelque sorte. Et je crois qu'il s'appelait Fireman Chief ou un truc comme ça, Chip. Ah, je me rappelle pas de son nom. Chip le pompier, je crois, un truc dans le genre. Bon, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, il est quand même assez populaire. Et il est présenté, et je crois que c'était NBC, la célèbre chaîne américaine, qui avait fait un docu sur lui, Mhm. en le présentant ainsi The World's Most Dangerous Man, l'homme le plus dangereux au monde, Ken Shamrock. Et bon, moi, j'ai un bon souvenir de cette rivalité. Et comme tu l'as dit, c'est vrai, la WWE n'a jamais mis Ken Shamrock tant en avant que ça. Mais j'ai quand même bien retenu ce qu'il avait fait avec le British Bulldog, quand le Bulldog l'avait fait bouffer de la viande pour chien. Et puis cette rivalité contre le Rock, qui donnera lieu, je crois, ou qui a peut-être déjà donné lieu, je sais plus, à ce combat triple menace que j'avais adoré, que je n'ai jamais revu, mais entre le Rock, Mankind et Ken Shamrock en cage. Truc opulent. Oh my! On a donc là une sorte de faux finish à la fin. Ah, je croyais que tu me dire une sorte de faux filet. C'est du bœuf de Kobe, vraiment, ça se déguste. Non, parce que nous avons donc des membres de Nation of Domination qui essayent d'intervenir pendant ce match. Eddie LeBrown. Elle engueule pas, ça va. Eddie LeBron, oui, Excuse-moi. Eddie LeBron, il m'engueule. J'y peux rien, moi. Qu'est-ce qu'il nous fait ce Eddie LeBrown à ce moment-là? Il tombe et en tombant en arrière, il se bloque dans les cordes. Et donc on a l'arbitre qui est un petit peu partagé entre il sait pas s'il doit aider D'Lo Brown ou est-ce qu'il doit continuer pendant ce temps à s'occuper du match. The Rock triche. The Rock sort un point américain, frappe Ken Shamrock. Ken Shamrock, ça va, il s'en remet de ce coup, il perd pas le match sur ça. Et derrière, il bat le Rock avec une belly to belly. Sa Belly to prise de finition, hein, à Sa l'époque, la prise de belly-to-belly finition. suplex, il avait également, bien sûr, le ankle lock, Oui. mais la belly-to-belly était enfin, sa prise de finition. Sinon, il y avait la soumission, le ankle lock. Et donc voilà, on donne le titre à Ken Shamrock en disant que c'est le nouveau champion intercontinental, etc. Mais The Rock, il dit non, non, regardez dans son slip, en tout bien tout honneur, parce que The Rock, après avoir mis le coup avec le poing américain, il l'avait placé dans le slip de Shamrock. Donc là, l'arbitre va, comment dire, va Tâté. tâter Ken Shamrock et il se rend compte que oui, il y a bien quelque chose dans le slip à Ken Shamrock, c'est un poing américain, et l'arbitre au Je final, peux te dire que dans mon casque, mais les pop, elles avaient beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais bon, vas-y, oui, effectivement, il y a le point américain. il y a le Ce qu'on point appelle américain. un dusty finish dans le monde du catch, c'est-à-dire qu'on fait croire au public qu'il y a un changement de titre, qu'il y a un nouveau champion, tout le monde exulte, et puis au dernier moment, Et comme dirait mon ami Uva, dans le cul à balayette. C'est une de ses expressions préférées, dans le cul à balayette. tout à Pas fait. du tout. Et du coup, en fait, l'arbitre qui change sa décision comme ça, il a envie, il redonne le titre à The Rock. Et The Rock, on va dire, bah, remporte le match par disqualification ou renversement du résultat. C'était voilà, les fausses joies, comme tu l'as dit, c'est pas mal. Après, il faut faire très attention avec ce genre de finish. Et apparemment, c'était le problème avec Dusty à l'époque, c'est qu'il faut pas trop le faire. Si tu le fais trop souvent, au bout d'un moment, le public ben, sera saoulé un petit peu. Oui, puis ils vont s'y attendre et puis ils seront effectivement blasés. On fait référence bien sûr à Dusty Rhodes, papa de Cody et de Goldust, qui était le booker principal à la WCW pendant de longues années. Et d'ailleurs, petit clin d'œil quand même, on dit souvent, enfin Jim Ross et Jerry Lawler parlent beaucoup de Goldust qu'on évoquait tout à l'heure comme superstar de la deuxième génération, sans, je crois, citer Dusty une seule fois. Ah Mais oui. ils font toujours référence à cette famille,
au fait qu'il est le fils de son père, mais je ne crois pas qu'il cite Dusty, qui était à l'époque dans la fédération adverse à la WCW, bien sûr. On enchaîne avec un match par équipe. Pour les titres justement par équipe WWF, on a The Legion of Doom contre les New Age Outlaws. Alors, les New Age Outlaws à ce moment-là, qui sont en plein changement de gimmick. L'année 97 était compliquée pour eux parce que Road Dogg est à la base Double J et Jesse James. Billy Gunn est dans une période où il n'est plus par équipe, donc il tente différentes gimmicks. On a cette gimmick de Rockabilly qui est vraiment très très particulière parce qu'en plus Billy Gunn ne sait pas du tout danser. Donc il essaye, mais il ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais ces deux catcheurs, du coup, se retrouvent en rivalité, puis au final s'associent, et c'est fou parce qu'ils vont tellement bien ensemble, quoi. Ah oui, alors non, pas claquement de doigts, ça va prendre des mois, on l'entend d'ailleurs là, ils arrivent, personne ne reprend le speech du Road Dogg. Ça commence doucement à frétiller un petit peu, mais il faudra encore de nombreuses semaines et de nombreux mois. Mais par contre, cette rivalité, comme on dit en anglais, put them on the map, et c'est un exemple de rivalité pour créer des nouveaux catcheurs. Parce que, comme tu l'as dit, Billy Gunn, Road Dogg, tout le monde s'en tamponne. Mais vraiment, à cette époque-là, on s'en fout. Ils ont quasiment pas de physique. C'est pas encore le Billy Gunn de quelques années, bam, Barack de chez Barack. Il est pas, je veux dire, il est évidemment plus musclé que toi et moi, mais c'est pas difficile. Mais on s'en fout de ces deux-là. Et les mettre en équipe, on s'en fout complètement. Tout le monde s'en fout. Ils affrontent les Road Warriors. Ils vont se faire démolir. Eh ben non, ils bottent le cul des Legion of Doom. Ils leur rasent la tête. On revoit les images avant le match. Et c'est vraiment un moment fondateur de cette équipe qui va les propulser vers le statut de meilleure équipe au monde très rapidement et qui va les rendre crédibles. Et c'est ce que je dis souvent avec la WWE d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que les jeunes bottent le cul des anciens. À ce moment-là, la WWE n'a pas eu peur de faire botter le cul aux Legion of Doom et Road Warriors, qui étaient l'une des équipes les plus invincibles de l'histoire du catch et qui avait cette image de badass par excellence. Et là, ils se font tabasser et raser la tête par les New Age Outlaws, qui donc le nom de cette équipe, euh, les hors-la-loi du nouvel âge, comme disait, je crois, Raymond Rougeau et Jean Brassard pour la traduction littérale, quoi. Mais les jeunes hors-la-loi, en quelque sorte, pour une traduction un petit peu plus claire. Mais c'était couillu de leur part, ça aurait pu foirer totalement, mais ils ont eu raison parce qu'effectivement, bah, il y a le charisme du Road Dogg, et puis plus tard, il va y avoir aussi le physique de Billy Gunn, et ils vont réussir à faire quelque chose d'exceptionnel. Et les premiers aussi soubresauts de cette association, c'est pas encore DX en entier, parce que Exactement. Shawn Michaels est encore là, mais la vraie DX Army qui se créa au lendemain de WrestleMania, quand Shawn Michaels va devoir prendre sa première retraite. À ce moment-là, c'est pas encore la retraite, il est blessé, on ne savait pas encore tout de suite qu'il ne reviendrait pas, mais voilà, la WWE crée la DX Army au lendemain de WrestleMania, mais là, les premières associations qui n'ont aucun sens pour nous à l'époque. On voit Ouais. Road Dogg, Jesse James, Billy Gunn, et même lorsque Hunter Helmsley fait équipe avec Shawn Michaels la première fois à Raw, c'est quoi ça? Et puis ça devient DX, et puis ça devient les New Age Outlaws, et ça devient la DX Army après. C'est ouf parce que au moment où ça se passe, moi je me souviens regarder ça sur DSF en allemand. Déjà je comprends rien aux commentaires allemands, mais enfin bon, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est une période folle où la WWE tente des trucs improbables et ça marche. Comme on dit aux États-Unis, tu jettes le truc au Mm. mur et ça colle. C'est vrai que c'est très marrant justement de voir dans la vidéo avant le match les New Age Outlaws qui travaillent avec Shawn Michaels et Chyna sans savoir en fait des mois plus tard que tout ça a un sens parce qu'en fait ils montrent une sorte d'attitude à ce moment-là, Billy Gunn et Road Dogg, et ça va coller parfaitement avec la future Army avec la DX. Et comme tu l'as dit, c'est marrant quand Road Dogg fait son entrée. Bah, il y croit pas du tout comme 2 ans ou même pas 2 ans plus tard, quelques mois plus tard. Là, il fait «Oh, you didn't know», très gentil, comme ça, très cool. Alors que ça va devenir tellement énorme cette entrée des New Age Outlaws. Le match est correct. Les Legion of Doom sont quand même plutôt à la fin de leur carrière à ce Ah bah moment-là. oui, bien Il y a sûr. notamment il y a notamment un spot où honnêtement j'ai eu un petit peu peur à un moment, lors d'un power slam. C'est Animal qui, je crois, Billy Gunn qui saute sur Animal, et donc Animal qui essaie de faire un power slam sur Billy Gunn. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais derrière, ben, c'est Road Dogg qui intervient avec une chaise, ce qui mène à la disqualification des New Age Outlaws. Hawk qui était menotté au poteau pendant ce temps. Boum! D'un coup, il s'énerve en mode super guerrier, il explose la menotte et il va sauver au final son partenaire. On passe
au Royal Rumble match, qui à cette période n'est pas le main event de la soirée. Il faut savoir que le titre pour le match pour le titre sera le main event de la soirée. Alors, quelques petites notes par rapport à ce Royal Rumble match, car comme d'habitude, vous avez des histoires dans le match. Vous avez des matchs dans le match. L'une des premières histoires qu'on a mentionnées, c'est la Nation of Domination, qui va passer tout le Royal Rumble match à se battre entre eux, au C'est vrai. lieu Et de travailler pardon, ensemble. je voulais juste faire une parenthèse puisqu'on l'évoquait. Il y avait le fil rouge où on parle. Est-ce que Stone Cold est arrivé? Est-ce qu'il n'est pas arrivé? À un moment, il finit par arriver. Il envoie chier Michael Cole en 2 phrases. J'en ai rien à faire parce qu'il vient l'interviewer évidemment. On découvre aussi que quelqu'un gagne le pick-up truck de Stone Cold Steve Austin. Purée, je me demande si cette personne-là encore ou si comme les gens qui gagnent, qui ont gagné à l'époque au Burger Quiz revendaient la bagnole. Parce que je connais une personne à Strasbourg qui a gagné au Burger Quiz, le grand burger de la mort, et qui a gagné le PT Cruiser à l'époque sur Canal+. Et en fait, cette personne n'avait pas le permis. Donc, elle a revendu la bagnole et ça lui a permis de profiter pendant un an, de se faire un peu plaisir, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, Stone Cold finit par arriver. Donc, tout le monde continue à le chercher dans les vestiaires. Et puis, tout le monde croit arriver dans sa loge pour lui péter sa gueule. Mais à chaque fois, il tombe sur soit un produit dérivé, soit pas la personne Un qu'il autre pense. Donc chauve. voilà. Donc, Donc il ne le trouve pas, quoi. pour le moment, oui, on ne sait pas trop si Austin s'est fait attaquer ou pas. On a donc la Nation of Domination qui se bat durant tout le match, de travailler ensemble. On a également, on est obligé de le citer parce que c'est également un des fils rouges, on va dire, du match, mais c'est surtout super marrant. Mick Foley. Mick Tout à fait. Foley, qui est, j'imagine, le seul catcheur de l'histoire à apparaître dans un Royal Rumble match, mais sous 3 identités différentes. Effectivement, bah oui, il écrira l'histoire ce Royal Rumble 98. Il est au premier en tant que non, Cactus Jack, oui. Ensuite, il revient en tant que Mankind et finalement en tant que Dude Love. C'est dommage parce qu'à l'époque, évidemment, Internet existait, mais il n'y avait pas du tout de spoiler. On ne savait pas du tout. Bon, si, les gens qui avaient le Wrestling Observer et les Américains étaient sans doute plus au fait, mais moi, personnellement, bah, je me demandais si Mankind ou Cactus Jack ou Dude Love n'étaient pas capables de gagner, tu vois, cette année-là. Mhm. Donc j'étais un petit peu déçu de voir ces éliminations un peu pourries. Je crois Mankind se fait éliminer par Goldust, hein, si je ne me trompe Oui, pas. les premières éliminations sont vraiment basiques, ouais. Et il se fait première. En tout cas, c'est lui et Chainsaw Charlie qui débutent, les deux partenaires. Terry Funk sous l'identité de Chainsaw Charlie et Cactus Jack, son partenaire, et puis son célèbre adversaire au Japon. Et ce qui rend aussi un petit peu ce Royal Rumble hardcore au début. Enfin, extrême, dirons-nous, quoi. Ils utilisent des armes, ça se bat, et puis très vite, le Rock arrive, et le Rock va rester quand même près d'1 heure dans le ring. 51 minutes. Euh, c'est une grosse performance. On sent, si je le cite direct, c'est qu'on sent quand même, je parlais de la Nation of Domination, entre eux, c'est couillon, au lieu de faire équipe. Et voilà, on sent quand même que le Rock, c'est le prochain mec qu'ils vont mettre en avant. Mais Parce clairement. qu'il est cité tout au long de ce match. Jim Ross répète souvent: Oh purée, ça fait une demi-heure qu'il est là. Oh purée, ça fait 40 minutes qu'il est là. Oh purée, ça fait 50 minutes qu'il est là. On sent vraiment, et puis il est finaliste, évidemment. Et il avait eu cette feud légendaire contre Stone Cold pour le titre intercontinental. On sent que voilà, il va bientôt passer un autre palier, mais pour l'instant, c'est pas son heure. Quand tu les vois tous les deux dans le ring, tu sens qu'il y a, ouais, il y a le présent et le futur qui est, mais juste derrière, juste derrière. Justement, donc nous avons les entrées petit à petit. À un moment, je crois que c'est au numéro 22, si je ne dis pas Oui, de bêtises. Au ouais. numéro 22, rien. Il ne se passe rien. Et quelques secondes plus tard, Jim Ross nous explique que nous aurions dû avoir l'entrée de Steve Austin, mais Non, Steve Austin, il présume. Il il présume parce présume. que là, je vois sur Wikipédia, ils ont mis Skull, l'un des membres des disciples Apocalypse, et visiblement, il n'a pas pu, à cause d'une blessure, combattre. Mais c'est quelque chose qui arrivait un petit peu dans fin des années 90, comme ça, ils aimaient nous faire des petites feintes avec un et puis personne qui débarque, sans plus d'explication, quoi. Mais voilà. Mais Stone Cold finit par arriver en numéro 24. Et au lieu, sa musique résonne. Et au lieu d'arriver par l'entrée, eh ben, il arrive dans le dos des superstars. Et il passe par-dessus la table de Jean Brassard et Raymond Rougeau, quoi. C'est ouf. Mais Quel ils ont eu grand Stone moment. Cold Steve Austin qui est passé par-dessus leur table. Et Stone Cold qui attaque par derrière. Et grosse excitation. Elle retombe très vite. Mais grosse excitation Ouais. à ce moment-là.
Bah, en 97, c'est marrant justement parce qu'au début de chaque pay-per-view, donc ils présentent les commentateurs espagnols et français. Donc ils sont à la même table à ce moment-là. Donc il y a même des moments où Vince McMahon se lève et il va faire un tour et il va checker Raymond Rougeau, Jean Brassard, etc. Et petite anecdote que moi j'avais jamais vu l'image, mais lors d'un des premiers pay-per-view de 97, je crois que peut-être tu l'avais déjà cité dans la cloche, mais Raymond Rougeau commente un show avec son père. Ah, bah ça, Et j'avais oublié. Avec Johnny Rougeau? et avec, Jacques Rougeau senior. Ah, Jacques Rougeau senior, bien sûr, oui, oui. Oui, Tu as raison. Raymond Rougeau et Jacques Rougeau senior et je me suis dit: «Tiens, ça c'est peut-être également unique du côté de la WWE». Père et fils à la table des commentateurs, c'était la première fois honnêtement que j'avais vu du coup, Jacques Rougeau justement à la WWF. Bon, en tout cas, je trouve que le Royal Rumble est pas d'une grande facture. On sent vraiment qu'il a été construit exclusivement pour Stone Cold Steve Austin. Donc il y a un vrai ventre mou pendant ce Royal Rumble où bah, les superstars, oui, passent, mais on s'en fiche un petit peu. Enfin, la liste, on a les DOA, comme dit, les Disciples of Apocalypse, avec 8 Ball, l'un des frères jumeaux. Là, on a Mosh et Thrasher, les Headbangers, qui reçoivent quand même une belle pop. J'ai été surpris. Euh, on a du, on a du Marc Mero. Bon, Marc Mero, il fait un petit peu le malin avec Sable à l'extérieur du ring. On a les catcheurs qui ont déjà catché. Donc, t'as Vader, Mmh. t'as Ken Shamrock. Bon, le Rock, on l'a cité, mais lui, il fait une belle apparition. On a Henry Godwin et Phineas Godwin. On a Kurgan, voilà, Kurgan, grand, qui faisait partie de ce gang, je me souviens même plus. T'as Ahmed Johnson aussi, là, qui est en fin de. Ouf. ah là Ça m'a fait là, de la peine, hein, parce qu'Ahmed Johnson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était quand même à un moment, je dirais en 96 finalement, pas mmh. si longtemps que ça. C'était un mec sur qui la WWE comptait beaucoup. Il a été le deuxième homme à Power Slammer Yokozuna. Il était extrêmement impressionnant. Il avait son Paul Rivers Plunge, comment ils appelaient ça, Raymond Rougeau, la rivière, son Tiger Bomb qui portait à tout va. Bon, j'ai plus la traduction française Ouais, je me souviens plus. de Raymond Rougeau, mais voilà, c'est un mec en qui la WWE croyait. Et là, Super impressionnant. le mec a pris 50 kilos, mais il a gardé les mêmes fringues. Ce qui fait que son Ouais, slip lui fait un string. Et mais c'est, c'est enfin tellement voilà, la dommage. déchéance, quoi. C'est tellement dommage. C'est vrai qu'un petit peu, à la fin de son passage WWF, il avait pris énormément de poids. Hem, on termine une fois que Austin est rentré dans le ring au bout de quelques minutes, il y a un moment où Austin est lancé. Il enchaîne 4, 5 éliminations, sur plusieurs mid-carders et on se retrouve au final avec Steve Austin, The Rock, Dude Love et Farouk. Donc on a tout de même 2 membres de la Nation of Domination et plus ou moins les leaders parce que enfin Farouk qui est le leader officiel, mais The Rock qui veut devenir calife plus ou moins à la place du calife petit à petit. Donc là, on part dans une grosse bagarre et enfin, je me dis que Farouk, tu pouvais pas te dire qu'il allait remporter le match à Non, ce non, moment-là. ça c'est sûr. Donc bon, ouais, tu te concentrais plutôt sur Dude Love, Steve Austin et The Rock. Farouk et Dude Love qui se font éliminer et là, encore une fois, même si c'est très court et je pense que le but justement, c'était que ce soit court parce que ça c'est, comment dire? C'est un avant-goût de tout ce qu'on va avoir lors des prochaines années. Mais quand The Rock et Steve Austin se retrouvent dans le ring, la foule explose pas tout de suite et il y a un échange de coups de poing. Il y a un échange de coups de Oui. poing. Et c'est fou comment un simple échange de coups de poing peut faire exploser un public. Ben, c'est pas C'est l'échange qui fait exploser le public, c'est au moment où Stone Cold répond. ouais, C'est exactement. vraiment l'instant où Stone Cold met une droite au Rock. Wouah, le public, et c'est là que tu sens que Stone Cold, c'est the man. The guy, quelle que soit la manière dont on veut l'appeler, c'est l'élu. À ce moment-là, il n'y a personne d'autre. Le Rock va évidemment le devenir à son tour aussi, et puis Mick Foley, puis d'autres. Mais là, c'est Stone Cold. Et quand il met cette droite et que le public explose, encore une fois, hein, c'est un avant-goût, mais on a déjà vu des matchs entre les deux, hein. Ils se sont affrontés pour le titre intercontinental. C'est l'une des plus belles rivalités de l'histoire du titre intercontinental. Je veux dire, vraiment, moi, j'en garde un souvenir, des souvenirs impérissables de cette rivalité. On se souvient tous de Stone Cold jetant le titre intercontinental à l'eau, du haut d'un pont, en disant au Rock, bah, t'as qu'à aller le chercher, quoi. Mais voilà, il y avait cet échange aussi avec le beeper, où tout d'un coup, on voit sur le beeper du Rock s'afficher Austin 316 et le Rock panique, il se retourne et Austin est derrière lui, il lui met un stunner. Enfin, parmi les plus beaux échanges entre le Rock et Austin se sont faits pour le titre intercontinental. Mais là, à ce moment-là, ouais, cette fin de match est courte, mais intense et belle, et Austin finit
par gagner le Rumble et Austin's going to WrestleMania. Je te laisse parler de l'interview juste après le match de Mike Tyson parce que ça m'a fait super rire quand on Euh, l'interview. Mike Tyson, là pour le coup, c'est là qu'on voit qu'il est quand même fan et qu'il aime parce qu'il est surexcité. Il est vraiment Hmm. heureux d'être là et ça se voit parce qu'on a beaucoup vu de célébrités pour qu'on n'avait rien à faire. Là, en l'occurrence, il est vraiment heureux d'être là et il entend rien. Il entend rien de ce que lui dit Michael Cole. Donc, et il sourit bêtement pendant que Michael Cole lui pose la question, mais il sait pas trop et il croit que Michael Cole l'entend pas non plus, ce qui est possible. Donc, au lieu de parler dans le micro, il gueule à l'oreille de Michael Cole. Ça a dû être un plaisir pour Michael Cole d'avoir Mike Tyson. Cela dit, il a une voix assez gentille finalement. Hein. Quand on connaît le personnage, il n'a pas la voix de son passif. Mais et donc effectivement, il dit moi, je suis content de la victoire de Cold Stone. Cold Stone, c'est mon gars. Voilà, il a dû confondre avec comment ça s'appelle la célèbre salade là, le Cold Stone, non, ou je sais plus comment on dit. Tu Enfin demandes bon, à la Cold mauvaise Stone. personne. Ah oui, il est passé là. Oui, je lui parlerais de pizza, il saurait, mais là non, il sait pas. Bon, enfin voilà, Cold Stone, il sait pas le dire. Donc il dit Cold Stone. Et par contre, après, il dit ouais, Undertaker, Shawn Michaels. Franchement, moi, je suis l'Undertaker depuis ses débuts. Shawn Michaels, c'est le genou, le jeune champion. Franchement, je suis excité, j'ai hâte de voir ce match. C'est plaisant à voir quand même parce que tu sens qu'il est content d'être là. Donc C'est ça vrai. fait plaisir de. Il y a un côté, on est content qu'un mec aussi célèbre dans le monde entier est content d'être là. En tant que fan de catch, on se dit bah c'est cool. Il n'y a pas que nous qui sommes fans. Et honnêtement, si t'es fan de catch, justement comme Mike Tyson, bah c'est clair. Terminer la soirée avec un main event Undertaker contre Shawn Michaels, c'est magnifique. Et en plus, on peut dire que c'est un match tout de même très marquant de l'époque, parce que donc c'est un casquette match, pour précision, ça veut dire un match du cercle. Eh oui, pas Le une premier qui casquette. enlève. Ah non, parce que j'ai un jour voulu faire mon malin en cours d'anglais en première. Non, c'était pas en première d'ailleurs. On s'en fout. Ah non, c'était lycée. Quatrième? Peut-être en quatrième. Ma première année d'anglais, je crois que c'était en quatrième. Et j'ai voulu faire mon malin parce que la prof dit ouais, comment on dit cercueil? Et moi je dis bah casquette. Casquette, mais casquette, tu mets sur la tête. Genre, tu vois, elle m'a humilié devant Elle toute t'a la dit que c'était classe. Coffin. Bah oui, bien sûr. Ouais, connasse. Bien sûr, coffin en anglais, c'est mes Elle savait casquettes pas. aussi. Et non, Ah mais oui. la semaine d'après, je me suis trimballé mon fichu dictionnaire anglais-français dans lequel il y avait écrit coffin ou, entre parenthèses, casquette, mais plutôt US, enfin, plutôt aux Hmm. États-Unis, quoi. Et elle a même pas. C'est comme les journalistes. Hein. Quand il s'agit de se foutre de la gueule du monde, oui, mais quand il s'agit de dire au reste du monde qu'ils se sont trompés, non. Là, elle l'a pas dit devant toute la classe et elle s'est pas auto-flagellée. Je me souviens plus de son nom, mais ah, voilà. Donc, casquette veut aussi dire cercueil. Tout Mais à fait. principalement aux States, pas en Angleterre. Et c'est un des matchs phares de The Undertaker. On a un bon match entre Taker et Shawn Michaels. Par contre, il faut savoir que apparemment, c'est lors de ce match que Shawn Michaels se blesse violemment au dos et lors d'une chute qui a l'air plus ou moins anodine quand tu la regardes comme ça. Oui, il prend un back body drop par-dessus la troisième corde, du côté du cercueil qui est fermé. Et à vitesse réelle, on le voit simplement presque rouler sur le cercueil. Mais en réalité, effectivement, bon, je crois qu'il était déjà blessé, mais ce choc va aggraver cette blessure. En tout cas, il ne roule pas aussi facilement. C'est ça aussi, ça nous rappelle à quel point le catch, quand c'est fait par des mecs comme ça a l'air simple. Et quand on regarde, bah, on se dit, bah, oh, tout va bien. Et en réalité, non. En fait, ce qu'ils font est extrêmement dangereux. Et même une chute, comme tu le dis, anodine, peut gâcher la vie de quelqu'un. Et là, en l'occurrence, entraîner une première retraite de Shawn Michaels qui va durer quelques années. Et pas mal, je pense, en plus de problèmes derrière d'addiction et de dérive. Mais voilà, Shawn Michaels, effectivement, subit un surpassement par-dessus les épaules, par-dessus la troisième corde, et il roule sur le cercueil, plus ou moins, et il tombe juste le bas du dos sur le coin du cercueil. Mais il On continue le match dirait, derrière. bah déjà ça c'est incroyable parce qu'on dirait quand vous regardez l'image comme ça que le choc n'est pas violent. On dirait Non, vraiment qu'il a tu pas l'effleures. l'impression de se faire voilà exactement, on pense qu'il effleure le cercueil. Pour ceux qui ont WWE Network, c'est je crois le premier gros bump du match. C'est la première fois, que Shawn Michaels est jeté vers l'extérieur et comme vous allez voir, il va enchaîner derrière avec un match de quasiment 20 minutes et justement, c'est ce que je me suis dit moi hier soir en regardant le match, c'est mais en sachant que là, il s'est fait très mal au dos, le nombre de bumps qu'il prend derrière durant le match,
C'est incroyable, Shawn Michaels, qui encore une fois, voilà, il est contre The Undertaker, il est en main event de Royal Rumble. Je pense qu'il se dit, je peux pas. Après, il y a l'adrénaline. Il y a également Non, peut-être. mais de toute façon, oui, il y a l'adrénaline. Puis on est dans une époque où ça n'existe pas. Tu ne Ouais. t'arrêtes pas. Hein, enfin, c'est très récent. Le fait que s'il y a un catcheur blessé, il s'arrête. Il ne peut pas continuer. Souvenez-vous, on en avait parlé justement dans la cloche. À un moment, Triple H fait ce coup-là à Daniel Bryan. Il vient et il dit maintenant on arrête le match, on prend pas de risque et tout. À l'époque, ça n'existait pas. Les mecs, ça faisait partie du business. Tu te Hmm. blesses, tu vas au bout et après tu t'en vantes. Et après, tu t'en fais, ça fait partie de ta légende. Et encore, je dis ça non, parce qu'à l'époque, on le disait pas. À l'époque, on ne l'expliquait pas, c'était pas expliqué ainsi. Il fallait un segment derrière pour expliquer cette blessure réelle. Euh, J'en avais une fois parlé sur la célèbre radio France Inter. Quand même, j'ai pu un jour faire une interview sur France Inter avec Christophe Lamoureux, je crois, sociologue de son état qui a écrit sur le catch, comme Roland Barthes. Mais Christophe Lamoureux est encore en vie aujourd'hui, il va très bien, enfin je crois, et j'espère, je lui souhaite. Et il avait justement cité, je crois, ce passage de Roland Barthes qu'il avait aussi repris dans ses écrits, que dans le catch, on va montrer la fausse blessure, mais on ne montrera jamais la vraie. Hmm. Quand un catcheur, par exemple, se casse la jambe gauche, on va plutôt dire, allez, la jambe droite dans le catch américain, dans le ring, bah, le catcheur, entre eux, travaille sur les parties gauches. Si vous ne le saviez pas, on fera toujours un retournement du bras sur le bras gauche ou une clé sur la jambe gauche. Bah, s'il se casse la jambe droite, il ne montrera que sa blessure sur la jambe gauche que son adversaire a travaillé. Et seulement de l'autre côté du rideau qu'il va montrer qu'il a mal à la jambe droite. C'est un peu la même chose avec Stone Cold Steve Austin qui se fait péter le cou par Owen Hart au SummerSlam 96. C'est ça au 97. 97. 97, bien sûr, oui, SummerSlam 97. Et qui va se relever parce que non, tu peux pas. Même j'ai le coup brisé, non, mais je suis obligé de continuer. Je suis obligé de tenter le tomber, de faire style le match continue et de rentrer au vestiaire, de marcher jusqu'à l'hôpital, faire entendre dire, mais normalement, vous n'êtes pas censé marcher, monsieur, vous avez les vertèbres brisées. Et là, c'est pareil. Ça n'existe pas. Il s'arrête pas, donc il continue. Ça reste Et pas. il sera au main event de WrestleMania parce que spoiler, il gagne le match et il affrontera Stone Cold à WrestleMania avec le dos détruit. Par contre, il loupera No Way Out in Texas où il sera remplacé. À l'époque, c'était ouf par Savio Vega Oh, dans DX, dans un match extrême. Et il exact, s'était ouais. dit, Savio Vega, bon, portoricain, match extrême, Porto Rico, bon, allons-y. Savio Vega qui faisait partie des Los Boricuas. Je voulais quand même les citer au moins une fois parce que j'adorais les Los Boricuas, un gang oublié et puis qui n'a rien fait. Mais leur musique d'entrée, merveilleuse. Bah, Merveilleuse. justement, Los Boricuas et les New Age Outlaws interviennent lors du main event, car à un moment, The Undertaker a mis Shawn Michaels dans le cercueil. Il allait Oh, puis il lui a refaire. fait ce tombstone dans le Oui. cercueil. Le mec, il a confiance dans le cercueil parce qu'on on voit quand même quand on regarde le cercueil. Je l'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui, hein, où j'ai regardé le show aujourd'hui, qui a une séparation au milieu, une trappe. Mhm. On la découvre dans le comment dire la moquette. C'est pas une moquette, mais tu vois ce que je veux dire, Oui, la oui. doublure du cercueil. Et on voit qu'il y a une petite fente. Qui permettra évidemment l'Undertaker de se sauver. Parce que, deuxième spoiler, l'Undertaker ne part pas en flamme à la fin du show. Mais il lui fait un tombstone sauté, quoi. Donc je crains pas particulièrement pour la tête de Michaels, mais t'as le cercueil, les mecs, c'est du bon bois, quoi. Ouais. Parce que t'as plus de 200 kilos qui arrivent à pleine vitesse sur ce truc et le truc il bouge pas, quoi. C'est-à-dire que ouais, j'en ai rien à foutre. Envoyez-moi Yokozuna, envoyez-moi Mabel, moi je prends tout le monde, moi. C'est vrai que Le c'est quand même cercueil d'une vie, quoi. Je veux dire, un le jour où énorme. je serai enterré, je veux le cercueil du Royal Rumble 98, quoi. Là, au moins, on est sûr que personne viendra me chercher, quoi. Très bien, c'est noté. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ce Pile Driver, je me suis dit, Mais il y merde, quand même. va, j'en ai rien Ils à sont, foutre, ouais, ils quoi. sont confiants, ouais, les deux. Ouais, putain. Et Shawn Michaels n'a pas peur, vraiment pas peur du tout. Oh, Mais mais donc, derrière le couvercle n'est pas totalement baissé par The Undertaker, car nous avons l'intervention, encore une fois, les New Age Outlaws, qui aident Shawn Michaels alors que la DX n'est pas encore formée, enfin, qu'ils n'ont pas encore rejoint la DX, et Los Boricuas. Par contre, nous avons alors c'est intervention à gogo, lors de ce Royal Rumble, car derrière nous avons l'intervention de Kane. Kane qui à ce moment-là s'était plus ou moins rabiboché avec son frère. Nous avions eu un moment où tous les 2 s'étaient fait un signe lors d'un Raw précédent, donc ça allait mieux. Kane qui vient sauver The Undertaker et qui derrière, au final, l'attaque. Donc,
c'est déjà en un an, là, Kane qui a déjà fait face turn, heel turn, alors que ça fait un an à peu près que le personnage a Heu, démarré. même pas un an, hein, parce qu'il est Même arrivé pas un an. en octobre 97 et C'est là, on est en ça. janvier 98 Ouais, c'est mais vrai. c'était pas vraiment un face turn, de ouf. C'est vrai. C'était effectivement, c'était pour créer un petit peu de suspense dans Oui, l'histoire. La DX avait fait semblant de recruter Kane dans la DX, ce qui arrivera, plus tard d'ailleurs. Mais, là, non, Kane finalement, contre toute attente, se retourne contre DX et aide son frère l'Undertaker à détruire Shawn Michaels et Triple H en amont de ce show. Mais, c'est un petit peu comme, Drew McIntyre récemment avec Randy Orton, je crois. L'histoire explique, je pense que voilà, Kane voulait détruire l'Undertaker lui-même. Il voulait, que l'Undertaker soit qu'à lui, en quelque sorte. Et je voulais quand même encore faire une toute petite parenthèse avec cette scène mythique les deux sont dans le cercueil, Undertaker et Michaels sort le premier et l'Undertaker le tire et Shawn Michaels qui essaye comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment des c'est grands moments génial. de réalisation de la WWE, des trucs qui restent. On est en 2020 et je m'en souviens parfaitement de cette image, qui sera évidemment multi-rediffusée, mais ça fait partie des grands moments où la WWE a su voilà, réaliser comme à NXT ce célèbre moment où Keith Lee, sa tête arrive derrière, je ne sais plus qui c'est maintenant, si c'est Adam Cole. Tu sais, Je crois que c'est Adam Cole. Adam Cole qui est tout content et puis tout d'un coup, tu as la tête de Keith Lee qui arrive derrière. C'est les moments où la WWE touche du doigt la magie finalement de la C'est vrai. réalisation et presque du cinéma là, dans ces moments-là. Mais voilà, Kane finalement, on croit, vient aider le Taker, mais finalement trahit le Taker et le met dans le cercueil pour permettre à Shawn Michaels de gagner le match, de conserver son titre et d'aller à WrestleMania pour affronter Stone Cold Steve Austin. Yes. Kane qui se fait rejoindre par Paul Bearer. Kane et Paul Bearer cadenassent le cercueil. Ils l'emmènent au niveau de l'entrée. Kane va chercher un sledgehammer, une massue. Il commence Non, à faire c'est une hache. ah, c'est une hache? Ah OK, donc c'était C'est une une hache hache. et il commence à faire un trou, dans le cercueil et là, il verse de l'essence. Donc, c'est normal, c'est Kane aussi, je veux dire, à quoi on s'attend avec Kane, bien entendu. Kane qui met feu à The Undertaker une première fois, j'ai envie de dire, mais, parce que Kane, ça va lui arriver souvent, au fil de sa carrière, mais là, c'est la première fois qu'il met feu donc au cercueil dans lequel se trouve The Undertaker et le Royal Rumble se termine sur cette image. The Undertaker apparemment très The tranché. cask is on fire! The cask is on fire! Jim Ross qui hurle que le cercueil est en feu, le cercueil est en feu. Et j'ai essayé de regarder, j'ai pas bien vu, faudrait revoir. Mais est-ce que le tablier du ring bouge? Parce que je pense que c'est au moment où Kane et Paul Bearer mettent les cadenas Cadenas sur qui le cercueil sort. que l'Undertaker profite Mmh. de la trappe et passe sous le ring. Parce Ah, qu'évidemment, heureusement, que l'Undertaker n'est pas resté dans le cercueil pour Kane le mette en feu. Et je crois qu'il fait un trou pour permettre à l'essence de rentrer dans le cercueil oui, afin que ça brûle mieux, quoi. oui, c'est Mais ce que je me voilà, disais. c'est extrêmement impressionnant et pareil, c'est une des images les plus mythiques de l'histoire de la WWE, ce cercueil qui prend feu tout d'un coup et je me dis: «Mais ils sont dingues quand même». C'est ouf, les risques qu'ils prenaient parce que Kane, il a un masque, il voit pas super bien, alors pour peu qu'il s'en ait foutu, sur les godasses en aspergeant le cercueil et C'est qu'il ce y que je ait me dis pendant tout le moment où il allume les, bah, comment on moi dit? j'ai Les, eu peur alors que je sais très bien que ça se passe bien, mais j'ai quand même eu les boules, quoi. mais pareil et je regardais du coup un petit peu les précautions parce qu'on peut voir que l'endroit où est placé le cercueil, en dessous, il y a une sorte de tissu spécial et cetera pour que Oui. les flammes ne s'éparpillent pas. Donc bien entendu, enfin la WWE, sont des pros habituellement ce genre Oui, de mais on l'a mais vu on sait après, il y a eu des accidents. avec du feu, c'est compliqué, de tout L'Undertaker prévoir. justement, s'était, flambé avant un comment ça s'appelle? Elimination Chamber. Avant un Elimination Chamber où il sera, rouge, Tout à fait. brûlé, je sais plus au deuxième ou 3e degré. Bon, enfin, ça je crois que c'est beaucoup déjà le 3e degré, mais bon, en tout cas, c'est terrible. Il se fait brûler par ces feux d'artifice et il va quand même faire le match. Enfin voilà, l'Undertaker encore une fois aussi est d'une autre époque, d'une époque où quoi? On me brûle? Qu'est-ce que j'ai 20 minutes de match, je l'ai fait, je reviens derrière. Après vous me mettez de la biafine si vous voulez, bon, mais tant pis. Yes, donc respect encore une fois à Taker, mais magnifique ce Royal Rumble et c'était pour faire un petit dédicace à Pat Patterson, donc voilà. On continuera lors des prochaines semaines encore une fois avec des flashbacks, Alors potentiellement également oui, mais la semaine prochaine, petite nouveauté, voilà, dans la clochette, petite nouveauté puisque nous allons accueillir un invité et un invité, j'ai presque envie de dire de luxe
parce que vous connaissez mon amour pour. Je sais pas si tu partages cet amour, mon cher Ali, pour Camelot. Tu J'aime as le droit de beaucoup. dire non, hein, c'est pas Non, grave. j'aime bien, mais je suis beaucoup moins fan que toi. C'est pas quelque chose que je connais autant que toi. Ouais. Et j'ai découvert il y a quelques semaines que l'un des acteurs principaux de cette fiction était lui aussi fan de catch. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, on faisait référence à Tyson tout à l'heure. C'est quand même toujours plaisant de se dire qu'il n'y a pas que notre communauté qui aime le catch, qu'il y a des mecs qui s'en sont sortis. Hein. Et lui, en l'occurrence, il s'en est plutôt bien sorti. Donc, il sera notre invité la semaine prochaine pour une émission spéciale où on va lui demander comment il est devenu fan de catch, comment il s'en est sorti, et quels sont ses superstars préférés. Et puis, on va voir si on partage un petit peu le même parcours. C'est toujours intéressant de connaître le parcours de chacun. Donc, on va, pour la première fois dans l'univers d'Ajus, accueillir un membre illustre de l'univers francophone de la WWE. Voilà. Yes. Et je vous donne son nom. Peut-être, je dois être honnête, vous connaîtrez peut-être pas forcément son nom, mais il s'appelle Aurélien Porteau et il interprétait Gauvin dans Camelot. Et je voulais quand même dire que j'ai été interviewé hier en direct sur sa chaîne Échange de bons procédés. Hein. Je voulais me faire interviewer, j'étais obligé de l'inviter, je vous dis tout. Non, c'est pas vrai. Non, mais je l'ai invité et il m'a rendu l'appareil sur sa chaîne donc YouTube pour parler de cinéma. Hein. Évidemment, Dieu sait que je suis un spécialiste de cinéma. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo sur la chaîne YouTube d'Aurélien Porteau. Et on le retrouvera la semaine prochaine pour qu'il nous parle, lui, de catch. Voilà. Super. Ça, c'est un beau programme. Ça change un petit peu pour la semaine Ah oui, prochaine. et puis on découvre un petit peu et on Yes. essaiera d'accueillir d'autres grands fanats de catch. Je sais qu'il y en a sur YouTube, hein, il y en a des rigolos notamment qui nous suivent régulièrement. Et puis il y en a également dans la cuisine. J'ai découvert ça également, un véritable top chef. Donc peut-être qu'on va, si ça vous dit, continuer cette expérience. En tout cas, la semaine prochaine, ça vous dit ou pas, il sera là. Quoi qu'il en soit. Yes. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres, comment dire, vous avez entendu parler d'autres personnes, peut-être comme ça, hors univers catch, mais qui est fan de catch. Moi-même, actuellement, j'essaie de contacter Cristiano Ronaldo pour essayer de l'amener dans la cloche, pour faire d'une pierre deux coups. Je veux dire, pour faire d'une pierre deux coups, on verra, on croise les doigts. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne La Cloche et de cliquer, enfin à la chaîne L'Univers d'Ajus, mais de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, que ce soit la cloche, la clochette, les interviews ou le coffre à catch. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une guest star de Camelot. À la semaine prochaine. Merci Christophe encore une fois. Ouais, merci à toi, mon cher Ali. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions à poser à notre invité Aurélien, bien mettez-les dans les commentaires. On sera ravis d'être vos porte-parole en quelque sorte. Je vous embrasse chaleureusement et je vous dis, comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.